Calcul de la valeur de l'entreprise, de la société. Vous rencontrez un client, chef d'entreprise, la première question que je vais lui... pas la première, mais juste avant de préparer le deuxième entretien, eh bien, au cours du premier entretien, je lui demandais combien elle vaut sa société. Et personne ne sait. Il y en a qui ont fait peut-être des évaluations, mais la plupart du temps, ils ne savent pas. Et vous savez comment c'est, hein, quand on veut donner, l'entreprise, elle vaut rien, et quand on veut la vendre, elle vaut très très cher. Bon. Et le client, il ne trouve pas toujours l'interlocuteur pour évaluer son entreprise. Je vous assure. Hein. Bon, pourtant, là aussi, pour moi, c'est l'inflation. Hein. Les spécialistes des évaluations des entreprises. Faites attention quand j'emploie les spécialistes. Hein. Non, les spécialistes d'évaluation des entreprises, ça court la rue. Hein. Bon, il y a une sacrée compétence, une sacrée concurrence également. Hein. Et pourtant, j'exige que toujours figure dans les méthodes d'évaluation, les méthodes DEC, bref, eh bien, toujours faire figurer la méthode recommandée, la méthode de l'administration fiscale, dont le guide DGFiP de 2006, le guide d'évaluation des entreprises. Et il arrive assez fréquemment que le chef d'entreprise procède lui-même à l'évaluation de son entreprise. Valeur de l'entreprise non cotée. Alors, juste une petite parenthèse, oui. je pense qu'on n'a pas cette partie-là dans les slides. Alors, même dans le document que je vous ai communiqué hier, Oui. donc pour évaluer les entreprises, première méthode, c'est la méthode obligatoire, la première c'est la valeur par comparaison. Pour un immeuble c'est pareil. Simplement pour l'entreprise c'est plus difficile la méthode par comparaison parce que chaque entreprise est un peu unique. Et en l'absence de valeur par comparaison, donc des transactions dans les 2 dernières années d'entreprises comparables, eh bien, on doit recourir à la valeur financière. Et concernant la valeur financière, quelle est la position de la jurisprudence, de la doctrine, des praticiens et, pour moi, ce qui compte le plus, pour éviter éventuellement les contestations, c'est le guide de la DGFiP. Alors, évidemment, si je trouve un écart significatif entre les méthodes, les valeurs financières faites par un praticien et le guide de la DGFiP, il va falloir motiver cet écart. Donc, si on peut motiver l'écart, allons-y. Mais le plus souvent, voilà, ça manque d'objectivité. Valeur par comparaison, jurisprudence constante, la valeur de l'entreprise non cotée, c'est la méthode par comparaison qui prime sur les méthodes financières. Un avis contraire, la valeur est constituée par le prix, par la valeur vénale, l'offre et la demande, tout simplement dans un marché réel. Donc déterminé à partir des transactions qui portent sur les mêmes titres avec un délai raisonnable. C'est pour ça que là aussi, il faut faire attention. J'ai un cas en ce moment à traiter et voilà, on veut transmettre l'entreprise. C'est des personnes qui veulent se retirer, des problèmes de santé, et ils veulent confier la direction à 2 cadres. Bon. Mais les 2 cadres, l'entreprise, elle vaut près de 10 millions d'euros, et donc les 2 cadres, ils n'ont pas les fonds nécessaires pour acheter. Et ils ont convenu avec les spécialistes de diminuer, de pratiquer un abattement de 20 à 30% sur le prix qui sera accordé aux salariés. J'ai dit, mais arrêtez. Parce que si vous donnez ou si vous vendez, vous serez tenu de prendre en considération le prix et donc avec l'abattement pour déterminer l'impôt. On me dit, non, on va expliquer que c'est pour transmettre l'entreprise. Donc, si vous accordez un avantage à vos salariés, il s'agit d'une intention libérale taxable à 60%. Ah oui, on n'a pas vu les choses comme ça. Donc, la réponse, ça a été, on va établir le même prix, y compris pour les salariés, et la réponse a été, on va faire un pacte du travail en faveur des salariés. Ça, c'est tip-top. Quand vous avez rencontré un chef d'entreprise qui veut faire rentrer
des salariés au capital, eh bien, ce que vous pouvez proposer, c'est des AGA, mais ce n'est pas très favorable. On le verra tout à l'heure pour le calcul des plus-values. Ce n'est pas favorable pour ceux qui reçoivent des AGA au plan fiscal. Par contre, si vous faites un Dutreil, même si c'est entre étrangers, eh bien, le coût est de 7,5% seulement. Pourquoi? Parce qu'un pack Dutreil, vous avez un abattement de 75%. Et pour une donation en pleine propriété avant 70 ans, vous avez une réduction des droits de 50%. Donc vous aboutissez à un coût de 7,5%. Oh, voilà. Mais soyons attentifs à retenir toujours les mêmes valeurs. Sinon, on sera rattrapé par l'administration. Donc prendre toujours les mêmes valeurs, que ce soit une donation ou une vente. Charges, conditions, l'indivision ou les limites à l'aliénation n'ont aucune incidence sur la valeur réelle du bien. Alors, on verra qu'on peut pratiquer certains abattements quand on recourt à la valeur financière. La méthode par comparaison prime sur les méthodes financières, jurisprudence du Conseil d'État, et valeur financière. Donc voyons la jurisprudence, la doctrine, les praticiens et le guide de l'administration fiscale. On a 3 familles d'évaluation. La valeur par comparaison, l'entreprise vaut ce que valent les autres, la valeur patrimoniale, l'entreprise vaut par ce qu'elle possède, et par les dividendes attendus, l'entreprise vaut ce qu'elle va rapporter. La difficulté, c'est essentiellement les différences d'appréciation entre les évaluations des praticiens qui raisonnent par les flux et la méthode de l'administration fiscale qui fait un mixte entre la valeur patrimoniale et la valeur par les flux. La jurisprudence n'autorise la remise en cause d'une évaluation qu'en présence d'un écart significatif entre le prix retenu et la valeur vénale des biens cédés. C'est pour ça que si j'ai un écart significatif, c'est pour ça que je préfère la méthode de la DGFiP, et s'il y a des écarts qui peuvent être expliqués de façon objective, il va falloir le motiver. Principe, une combinaison de méthodes. Idem pour l'administration fiscale. Cependant, l'emploi d'une méthode unique reste possible dans certaines circonstances. Point de vue de l'administration fiscale, donc voici le guide de 2006, mais qui est toujours valable, le raisonnement est toujours valable. L'administration admet les flux constants et écarte les prévisions, contrairement bien sûr aux praticiens. Elle ne veut utiliser que la méthode DCF, Discount Cash Flow, pratiquée donc, par les praticiens, que si les flux sont prévisibles. Et ce qui fait que c'est le plus grand écart qui est observable entre la méthode de l'administration et la méthode des praticiens. La doctrine, l'évaluation financière expliquée, principes et démarches CNCC, je vous ai mis toutes les références des guides, il y en a un sacré paquet. Mission d'évaluation, guide pratique, lors des experts comptables, évaluation des entreprises et des titres de société. Il y a aussi une florigège de formation sur l'évaluation des entreprises. La pratique de méthodes de comparaison, prospective, le futur, cash flow actualisé, et analogique, transactions comparables ou utilisation de multiples. La prospective, c'est actualiser des flux à l'aide d'un taux d'actualisation et tout repose sur le choix du taux d'actualisation, qui est discuté également par l'administration et par la doctrine. Et analogique, transactions comparables ou utilisation de multiples. On applique certains ratios pour certaines professions avec des échantillons de sociétés comparables. Et les spécialistes vont apporter, comme les sondages, vont apporter des correctifs. Voilà. Et voici les associations de praticiens qui aussi proposent des formations pour devenir des experts, des spécialistes en évaluation. Ça fait beaucoup,
Et c'est pas fini. Ce qui m'intéresse, c'est le guide DGFIP, méthode par comparaison, donc transmission dans les 2 ans, comparable de titres, et les valeurs boursières très proches structurellement et financièrement si l'entreprise est cotée. À défaut, on va recourir aux méthodes financières et l'administration fiscale en distingue 2, la valeur mathématique VM et la valeur de rentabilité VR. Elle distingue les domaines industriels, ici, marge brute d'autofinancement et excédent brut d'exploitation, le BE ou résultat d'exploitation. Et à défaut de comparaison possible, donc combinaison des 2 méthodes, valeur mathématique ou valeur patrimoniale, l'entreprise elle vaut ce qu'elle possède, et la valeur de rentabilité, ce qu'elle va rapporter. La méthode patrimoniale est très facile, vous faites l'addition des capitaux propres et vous additionnez les plus-values latentes. Pour les sociétés civiles, c'est facile. D'ailleurs, tout le monde recourt à la valeur patrimoniale. Et bien souvent, je dis, mais vous exagérez, parce que si vous dites que la valeur patrimoniale est de 1000 euros, je crée une société civile au capital de 1000 euros qui emprunte 1 million, elle vient d'être créée, il n'y a pas de plus-value latente, et on m'affirme que la valeur de la société est de 1000 euros. Et je propose à un chef d'entreprise qui me raconte cette affaire, eh bien écoutez, moi je vous l'achète. Voilà. Et il n'est pas d'accord. Donc s'il n'est pas d'accord, c'est qu'en fait, voilà, il faut déjà penser aux revenus futurs. C'est pour ça que dans les actes de donation, quand je vais donner à mes enfants mineurs, bien souvent, je le fais juste après le déblocage des fonds par la banque, avant que la société acquiert son patrimoine. Comme ça devient indiscutable. On ne peut pas me dire que l'immeuble que la société ne possède pas, il va rapporter telle rentabilité. Donc voilà ma pratique. Hop, j'obtiens le déblocage des fonds et hop, je fais la donation aux enfants. Si la banque autorise la donation à des enfants mineurs, bon, c'est rare encore. Ça vient, mais c'est rare. Eh bien, à ce moment-là, j'aurais fait rentrer mes enfants au capital, j'aurais donné 1000 euros avec le 384 du Code civil, écarté l'administration légale, et j'aurais donné les fonds pour souscrire au capital de la société, et on aurait eu les enfants petits au capital de la société, et la réticence des banques, c'est encore de prêter en présence d'enfants mineurs. Alors, vous avez des banques qui disent « Ah non, l'enfant mineur, oui, mais pas plus de 20%. » Et l'autre qui va dire « Pas plus de 5% du capital. » Et puis l'autre, donc pourquoi? Je ne sais pas. Donc, et la valeur de rentabilité, de productivité, et donc les flux actualisés. Valeur mathématique ou valeur de rentabilité, eh bien, selon toujours le guide de l'administration, ça va dépendre des pouvoirs de décision dans l'entreprise. Et deuxième critère, de la nature et de l'importance de l'activité de l'entreprise. Si l'associé est majoritaire, eh bien, on va privilégier la valeur mathématique. Et s'il est minoritaire, la valeur de rentabilité. Alors, je vous ai mis une synthèse ici du guide de l'administration. Pouvoir de décision dans l'entreprise, si majoritaire, voilà, la valeur mathématique l'emporte sur la valeur de rentabilité, inversement s'il est minoritaire. Et selon l'importance de l'activité de l'entreprise, selon la taille de l'entreprise également, on va privilégier soit l'une, soit l'autre. Toujours dans le guide, exemple, fiche 3, valeur mathématique, valeur de rentabilité, paquet de minoritaires, pas de minorité de blocage. Pour les PME, voilà, j'applique les formules. Et y compris pour la holding patrimoniale. C'est pour ça que, alors moi, je dis toujours à mon client, moi je ne fais pas d'évaluation. Pourtant, c'est très facile. Je ne fais pas d'évaluation parce que je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais être en conflit d'intérêts, tout simplement. Voilà.
Donc je laisse toujours le soin aux autres d'évaluer les entreprises. Mais sinon, si vous allez sur ce terrain-là, c'est assez facile de déterminer la valeur d'une entreprise en suivant le guide. Valeur mathématique, ou dite patrimoniale, fonds propres plus plus-value latente. On fait des corrections des éléments d'actifs et de passifs. Valeur de rentabilité, ou alors appelée aussi la discount cash flow, avec des flux constants, puisque l'administration fiscale refuse de faire des prévisions de résultats. C'est ce qui fait la plus grande opposition entre les résultats des spécialistes et ceux de l'administration fiscale. C'est que l'administration fiscale refuse de faire des projections. Calcul possible, valeur de productivité, multiple du résultat d'exploitation ou de l'excédent brut d'exploitation ou de la marge brute d'autofinancement. Et je vous ai mis des exemples avec la référence, page 47 du guide. Et le principal résultat va varier selon le coefficient de capitalisation, ce qui fait aussi beaucoup d'opposition entre les spécialistes et l'administration fiscale. Taux de capitalisation retenu de 6%. Quelle est la valeur de productivité d'une société? Est-ce le résultat comptable, le cash flow annuel, le dividende distribué? Donc, ça dépend aussi, il y a pas mal de jurisprudence sur ce sujet-là. Option 1, le résultat comptable constitue le dividende distribuable juridiquement et donc le revenu actualisé. Option 2, les flux effectivement décaissés en trésorerie par la société au profit de l'associé. Et méthode 3, éventuellement la plus intéressante pour le contribuable, parfois, surtout quand il n'a jamais distribué, c'est le résultat distribué en espèces et par inscription en compte courant d'associé. Ça veut dire que la rentabilité est nulle si le client n'a fait que capitaliser tous ses résultats, puisqu'il n'y a pas de résultat distribué. Et donc, on n'a que le recours à la valeur patrimoniale qui peut être plus intéressant. Pour calculer la valeur de l'entreprise, il convient de retrancher du montant obtenu la valeur actualisée de l'endettement net. Endettement financier, les dettes bancaires, court, moyen et long terme, engagement de crédit bail, compte courant d'associés, provision pour charge, participation des salariés. Moins la trésorerie stable et disponible, moins les valeurs mobilières de placement. Voilà, quel est le bénéfice à capitaliser? Capitalisation à l'infini du résultat net, minoré de l'IS, des 3 dernières années. Taux de capitalisation par secteur également d'activité, avec l'évaluation du risque, le bêta, coefficient de risque de l'entreprise, et les positions de la jurisprudence concernant la valeur de productivité d'une société avec la valeur prévisionnelle du dividende. Donc ici, pour le calcul de la valeur de productivité d'une société, il convient de retenir le montant des distributions prévisionnelles, ce que refuse l'administration, et non pas du résultat net après déduction du taux d'IS ou les résultats capitalisés, tel que l'affirme la doctrine fiscale. Valeur de rentabilité, multiple du résultat d'exploitation ou de l'excédent brut d'exploitation, multiple du résultat d'exploitation, voilà, qui est la méthode réservée aux sociétés commerciales ou industrielles. Et je vous ai mis des exemples. Je passe, on ne va pas passer du temps là-dessus, mais ce document-là, en principe, devrait suffire à la personne à se lancer dans l'évaluation de son entreprise. Valeur par le résultat d'exploitation, valeur par le BE, ce qu'on appelle aussi l'EBITDA.
Et ici, maintenant, la marge brute d'autofinancement. On a vu la valeur de rentabilité et la valeur mathématique, et maintenant la marge brute d'autofinancement, qui est employée pour les sociétés industrielles d'une certaine importance. Et la valeur de rendement. Pour les sociétés qui pratiquent une distribution régulière de distribution. Avec des survaleurs éventuellement liées à la réputation de l'entreprise, son image, ses marques. Et la méthode des cash flow actualisés, employée par les spécialistes de l'évaluation, la DCF, qui est rejetée par l'administration fiscale, mais qu'elle regarde éventuellement. Mais le guide de l'administration n'a pas de valeur juridique, mais simplement attention aux écarts. Et les propositions de rectification sur le prix débutent le plus souvent par la détermination de la valeur mathématique. Désaccord entre l'administration et les praticiens, c'est le choix du taux d'actualisation, le taux de rendement sans risque des OAT, des obligations assimilables du Trésor, le choix de la prime de risque, le bêta, et on pourra appliquer des décotes de la valeur de l'entreprise. Donc, décote de la valeur de l'entreprise. Finalité, réduire la base taxable pour le calcul de l'impôt sur la plus-value, des droits d'enregistrement, de l'IFI et des droits de mutation à titre gratuit. On va appliquer la décote. Je rigole parce qu'il y a un client, il applique ses décotes sur toutes les sociétés civiles, il y va fort, 30 à 40%. Donc, il existe plusieurs décotes. Les décotes pour minorité, la vraie minorité. Si vous avez un chef d'entreprise qui est minoritaire en capital, mais qui a tout le processus de décision, y compris pour notamment les associés à ses enfants mineurs, il est difficile d'expliquer une décote pour minorité, ou pour liquidité, ou pour agrément. Mais on peut éventuellement recourir à une décote pour holding dans ces cas-là. Alors, vous avez des références ici. La première, prime et décote dans le cadre des évaluations financières, la Société française des évaluateurs. La première décote pour minorité. La valeur des titres obtenus à partir de la valeur globale de la société peut varier en fonction du degré de contrôle que confère le paquet de titres. Et la qualification de minoritaire repose sur le degré de pouvoir de décision et donc de contrôle. Mais vous voyez que chez moi, ça ne veut rien dire, puisque un associé minoritaire en capital, le plus souvent, chez moi, chez mes clients en tout cas, il va contrôler à 100%. La décote de minorité ne se justifie pas, sauf si le principe d'égalité des actionnaires était rompu. Au contraire, on peut même observer une prime de minorité. Toujours dans ce même guide. Dès l'administration fiscale et la décote, si on a recours à la méthode par comparaison, la décote pour minorité est incluse dans la méthode. Il n'y a pas lieu d'appliquer ici une décote pour minorité. C'est la méthode comparable, la valeur vénale. Mais par contre, si on recourt à la méthode financière, la décote est prise en compte de la pondération entre la valeur mathématique et la valeur de rentabilité. L'application d'une décote de minorité ne se conçoit qu'en l'absence de distribution, car la valeur de rendement ne peut pas être mise en œuvre. Et pour tenir compte du caractère minoritaire, l'administration propose une pondération donc entre valeur mathématique et valeur de productivité. Donc, sauf en l'absence de distribution régulière. Donc voici la vision de l'administration fiscale. En l'absence de distribution régulière, si le paquet minoritaire ne confère même pas la minorité de blocage,
eh bien la valeur réelle peut être davantage pondérée. La valeur de rendement, pardon, peut être davantage pondérée. La décote n'est applicable que si la pondération aboutit à une valeur supérieure pour le titre minoritaire. En l'absence de distribution régulière, il est possible d'introduire la valeur de rendement pour établir la valeur des titres minoritaires. Et la jurisprudence et la décote pour minorité. Donc, tenir compte du caractère minoritaire, voilà, ou encore du défaut de liquidité de ses parts. Être minoritaire en capital ne suffit pas pour appliquer une décote, donc toujours considérer le pouvoir de négocier ses titres. Alors, évidemment, s'il y a des clauses d'agrément et des clauses d'inaliénabilité, mais qui dépendent que de la volonté du fondateur, on ne pourra pas appliquer la méthode. Hein. Décote pour illiquidité, seulement si valorisation par la valeur mathématique, selon l'administration fiscale, ou si comparaison avec des titres cotés. Et la décote pour minorité ne se justifie pas pour les autres méthodes. Les coefficients boursiers, avec possibilité d'une décote de l'ordre de 20 à 30%, la décote d'agrément, une clause d'agrément qui entrave la liberté de cession justifie la pratique d'un abattement sur la valeur des parts. L'existence de pactes d'actionnaires ou d'un engagement collectif de conservation ne justifie pas une décote ou d'un abattement. La décote de holding, entre la capitalisation, constatation d'une différence entre la capitalisation boursière d'une société holding et sa valeur après revalorisation des différentes participations et actifs financiers, est égale à la différence entre la valeur de la holding mesurée à partir de son cours de bourse et son actif net réévalué. Et la décote de holding est inapplicable toujours dans le cadre d'un engagement du trail. Donc, une décote de holding est généralement acceptée, qui va dépendre de la non-liquidité des actifs immobilisés, de la fiscalité d'attente sur ces actifs, éventuellement l'absence de contrôle de la holding sur les participations. Possibilité de déduire la fiscalité latente pour l'évaluation des titres. J'ai des décisions contraires en ce qui concerne les sociétés civiles allières. Rectification du prix d'acquisition par l'administration fiscale. Principe donation-vente pour le calcul du montant de la plus-value taxable en cas de vente d'un bien acquis à titre gratuit. Le prix d'acquisition doit être fixé à la valeur retenue pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit. La donation efface la plus-value. On a le texte pour l'immobilier. La donation efface la plus-value immobilière. Et pour les valeurs mobilières, 150 0D. En cas de rectification définitive de la base taxable au droit de mutation, c'est cette nouvelle valeur qui doit être retenue pour le calcul de la plus-value. Donc, vous voyez qu'il y a souvent des écarts entre la volonté du client donner et réduire le prix, ou alors vendre au meilleur prix. À mon sens, c'est une erreur que de vouloir minimiser la valeur de l'entreprise au moment de la donation, surtout avec un pacte du travail, parce que plus vous minimisez la valeur de l'entreprise, plus vous prêtez ici à l'administration fiscale la possibilité de contester, mais surtout que vous allez augmenter la plus-value future. Voilà. Donc faites attention, souvent dans les familles, je vois la pratique de certains cabinets de réduire la valeur de l'entreprise pour pouvoir transmettre l'entreprise à l'enfant repreneur, pour
réaliser une certaine égalité parce que le chef d'entreprise veut gratifier les non-repreneurs, par exemple, par des biens privés. Et donc, comme la valeur de l'entreprise est déjà importante, ils ont tendance à minimiser la valeur de l'entreprise pour rentrer dans le cadre d'une donation partage. Bon. Erreur. Et on a vu, et on voit maintenant des jurisprudences qui, les non-repreneurs, contestent les valeurs de l'entreprise qui ont été faites au moment de la donation partage. Et à ce moment-là, ça conduit à une annulation du caractère. Ça n'annule pas la donation, mais ça annule le caractère de donation partage. Et donc, on n'a pas figé la valeur pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible ordinaire. Une aparté également, c'est la même chose pour les donations partage d'un immeuble. Comme une donation partage d'un immeuble est impossible, on ne peut pas faire une donation partage d'un immeuble individu. Là aussi, il y a des contestations qui font que les donations partage, elles sautent. Voilà. Et des décisions de jurisprudence, ici. Si aucune valeur n'a été déclarée au droit de mutation à titre gratuit, l'administration est en droit de retenir une valeur d'acquisition nulle. Donc, bonjour la plus-value. Cession d'un actif à prix manifestement minoré par une entreprise, attention libérale, est donc anormale de gestion. Donc, conséquence fiscale, ici, bien, quand ce sont des tiers étrangers, cession d'actifs à un prix manifestement minoré par une entreprise, quand une entreprise est considérée donateur, eh bien, c'est le taux de 60% qui va s'appliquer. Intention libérale et acte anormal de gestion. Une jurisprudence constante. À moins que le contribuable justifie que l'appauvrissement a été décidé dans l'intérêt de l'entreprise cédante. Eh bien, à ce moment-là, on ne peut pas avoir une libéralité ici, puisqu'il y a une contrepartie. Qu'est-ce qu'un écart significatif? Là aussi, la jurisprudence est relativement abondante. Qui dit jurisprudence abondante dit conflit important. Et l'administration fiscale en 2023, il y avait jusqu'à cette jurisprudence, il y avait une tolérance de l'administration fiscale de 20% entre la méthode retenue pour le calcul et celle qui était retenue par le contribuable. Cession à un prix minoré d'une société par une holding, donc jurisprudence ici contraire, absence de libéralité, la holding cède une fille au conjoint de l'associé à prix minoré, ses enfants invoquent la libéralité. Oui, mais vous voyez bien que pour toujours la même chose, pour qu'il y ait libéralité, il faut remplir 3 conditions. 1, j'y reviendrai quand on verra les donations. 1, posséder le bien. 2, s'appauvrir. Bon. Et 3, eh bien, l'intention libérale, je rajoute une 4e condition, la réserve doit être transmise libre de charge. Mais il ne peut pas y avoir qualification en donation dès lors qu'on ne possède pas le bien. Valeur des titres intentionnellement erronés, sanction. Bien, pour le cédant, le prix de cession, fiscalement, c'est une distribution d'un revenu occulte. Et pour l'entreprise bénéficiaire, bien, minoration, enrichissement de la société bénéficiaire de l'apport. Et donc, s'il y a une augmentation de l'actif net, bien, c'est imposable ici à l'IS. Et pour la personne physique bénéficiaire, bien, ça sera considéré comme des droits de mutation à titre gratuit. Promesse de vente d'actions consentie par une société à un prix inférieur au marché, absence d'acte anormal de gestion dès lors qu'il y a une contrepartie. Voici une jurisprudence de 2022. Même si le cadre lève l'option et revend le même jour,
les actions beaucoup plus chères à une société du groupe. Diminution de la plus-value suite au reversement d'une partie du prix par le cédant. Prise en compte de la baisse du prix de cession si le reversement est prévu par une clause qui compense une dette ou une surestimation d'actifs. Succession d'essai du chef d'entreprise, possibilité également, d'abord de recourir au rescrit-valeur, mais possibilité également de prise en compte des conséquences du décès du chef d'entreprise pour l'évaluation. On entend souvent que le chef d'entreprise dit non, ma société elle ne vaut rien parce que si je disparais, ça ne vaut rien. L'administration fiscale ne partage pas cet avis. Voilà, procédure de rescrit-valeur. L'administration dispose de 6 mois pour répondre. 6 mois, ça peut être un peu long pour les opérations de donation. Toujours tenir compte de la méthode préconisée par l'administration. Et s'il y a un écart significatif, à ce moment-là, le justifier. Mais attention, ce n'est pas la peine de focaliser sur des différences de valorisation d'entreprise si on applique un pacte Dutreil. Parce que vous verrez qu'avec un pacte Dutreil, moi ce que je préconise c'est la valeur moyenne, mais si la valeur donnée par le guide de l'administration fiscale est supérieure, c'est la valeur que je retiens. Pourquoi? Parce que plus on prend une valeur haute, plus on efface des plus-values futures.